Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette dernière vidéo sur le commentaire de texte. Alors après l'introduction et la conclusion, après le brouillon, aujourd'hui nous allons apprendre comment rédiger le développement, le plus gros de votre devoir, et plus particulièrement je vais essayer de me pencher sur comment faire pour que votre correcteur arrive à vous suivre, arrive à se retrouver dans votre devoir. Alors, vous pouvez prendre votre fiche cours au numéro 4 et pour commencer, je vais reprendre cette phrase de Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Boileau explique que pour être compris, il faut être clair. Alors je vais commencer par reprendre avec vous quelques petites phrases, quelques mots où vous faites très régulièrement des erreurs. Alors pour commencer, les mots qui ont ou qui n'ont pas de S, malgré et parmi n'ont pas de S. Quand vous écrivez parmi avec un S, c'est que vous confondez avec le mot permis. Malgré et parmi n'ont pas de S. En revanche, certes, hormis, héros et toujours prennent toujours des S. Surtout certes et héros, retenez bien. Par la suite, langage n'a pas besoin de U pour faire le son GA quand on a GA, contrairement à langue. Donc langage ne porte pas de U. Milieu a qu'un seul L, vous le savez, vous connaissez le truc, il n'y a qu'un seul milieu. Or, le L est au milieu de milieu, donc il n'y a qu'un seul L. Enfin, mieux et mieux avec un X. Deux mots qui sont rarement bien orthographiés, occurrence prend toujours 2C2R, et le fait, qu'on prononce ou pas le T, ça ne change rien, il n'y a jamais de E. À propos de fait, voyez que, en effet, en fait et en train de s'écrivent toujours détachés, merci d'en prendre bonne note. Ensuite, vous utilisez parfois un langage beaucoup trop familier. Alors, on ne dit pas au final, c'est vraiment pas beau, on dit in fine en latin, beaucoup plus élégant, beaucoup plus classe. On ne dit pas moche, on dit laid. On ne dit pas se balader, on dit se promener. On ne dit surtout pas draguer, on dit séduire. On ne dit pas si il, on dit s'il. Et s'il vous plaît, on ne dit jamais malgré que, c'est affreux, on dit malgré le fait que. Enfin, merci de ne pas dire que les auteurs sont des célèbres. La plupart d'entre vous, vous commencez vos introductions en disant le célèbre Molière, etc. Bon, c'est un peu maladroit. Et surtout, merci de ne pas utiliser le verbe parler. Le texte ne parle pas. Et puis vous dites pas, ne dites pas je vais parler de. Vous ne parlez pas, vous allez démontrer des choses. Le français, ça n'est pas du blabla. D'accord? Donc on n'utilise pas le verbe parler. En revanche, voici quelques mots de liaison que vous pouvez utiliser. Alors quand vous ne savez plus quoi utiliser à part de plus ou ensuite, vous pouvez utiliser en outre ou par ailleurs, qui sont des mots plutôt élégants, plutôt raffinés. Utilisez davantage le mot or. À la place de au final et outre in fine, vous pouvez utiliser en somme, qui est quand même plus élégant. En revanche, vaut pour un par contre. Un mot que vous ne connaissez pas, que vous n'utilisez pas assez, quand on suppose quelque chose, on postule, et donc une supposition, c'est un postulat. D'accord ? À la place d'utiliser tout le temps le mot donc, vous pouvez utiliser le mot par conséquent, c'est pourquoi, ou le très élégant dès lors, ainsi, et si jamais la conséquence est plus faible, aussi. Pour ceux parmi vous qui maîtrisez bien déjà tout ça, voici une petite règle en plus pour apprendre à toujours mieux écrire. Quand une phrase commence par ainsi ou aussi, il est plus élégant d'inverser le sujet et le verbe. Ainsi, Madame Bovary est-elle une femme qui a construit son malheur par la lecture? Ainsi peut-on dire que Madame Bovary construit son malheur par la lecture. Vous pouvez aussi utiliser quelques locutions lestines. Alors, outre in fine, vous connaissez bien a priori, mais vous n'utilisez jamais a fortiori. N'hésitez pas, a fortiori, ça veut dire à plus forte raison. A contrario veut dire au contraire. Et enfin, quand on dit quid de ceci, quid de cela, ça veut dire qu'en est-il de. D'accord ? Donc vous pouvez utiliser ces mots assez facilement en latin, qui rajoutent une certaine distinction, une certaine élégance à vos écrits. On va écrire la chose suivante pour revenir au développement. Alors le développement reprend le plan détaillé que vous avez fait au brouillon en l'étant intégralement rédigé. Ce qui signifie qu'on n'écrit ni liste ni titre, pas de numéro non plus. D'accord ? On n'écrira pas grand 4 le développement par exemple. Alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour qu'on arrive à vous suivre ? Eh bien, il faut que la méthode soit très stricte
est très très clair. Donc il faut vraiment être rigoureux. Pour la deuxième fois, le français, ce n'est pas du blabla, il faut connaître une méthode par cœur. La méthode que je vais vous donner est hyper stricte, mais au moins elle a le mérite d'être hyper claire. Alors, voici un commentaire de texte rédigé entièrement à l'ordinateur, ce qui veut dire que si vous le faisiez à l'écrit sur vos copies doubles, ça serait beaucoup plus long que 3 pages. Comment je fais pour m'y retrouver? Alors, c'est assez simple, regardez. On sait déjà que la première partie, ça va être l'introduction, et on reconnaît déjà les 4 parties de l'introduction. Je vous propose de vous référer à la vidéo qui en parle, hein. Le contexte, le texte, la problématique, le plan. La dernière partie, évidemment, c'est la conclusion, et on retrouve les 2 alinéas, le bilan et l'ouverture. Alors, ensuite, on a encore 3 autres blocs ici, avant et après lesquels on saute des lignes. 3 blocs qui ont certes plusieurs alinéas, mais qui sont collés. D'accord, les paragraphes sont collés entre eux. Ça correspond évidemment à la partie 1 qui commence ici et qui termine là. Puis ce gros bloc, ça va être la partie 2. Et enfin, le 3e bloc qui commence ici et qui se termine là, c'est la partie 3. Déjà, en sautant des lignes, on peut distinguer ces 5 grands blocs du commentaire de texte. Alors, à l'intérieur des parties, comment est-ce qu'on va faire pour se repérer? Donc, quand on fait une partie, quand on démontre quelque chose, on ne va pas le démontrer en une seule fois. On va avoir plusieurs sous-arguments. En général, on va avoir 3 sous-arguments qui correspondent aux sous-parties. Par exemple, mettons que vous ayez à commenter une scène d'amour qui soit comique, mais avec un petit brin de tragique. Vous allez montrer dans le grand 1 que c'est une scène d'amour, dans la partie 2 que c'est une scène comique, et dans la partie 3 que c'est une scène un peu tragique. Dans la partie 2, pour montrer que c'est une scène comique, vous pouvez diviser en 3 arguments. D'abord, vous parlez, je ne sais pas, du comique de geste, puis du comique de mots, puis du comique de situation, par exemple. Ces 3 arguments vont être des sous-parties. Alors, pour voir où en sont les sous-parties, on commence à chaque fois, chaque partie, par un premier paragraphe, qui est un paragraphe repère. Vous voyez, à chaque fois, le premier paragraphe est un paragraphe repère. Ensuite, les 3 paragraphes suivants vont être les sous-parties A, B et C. Ainsi, vous voyez, là, on n'arrive même pas à lire le commentaire, et pourtant, rien qu'avec le système de paragraphes, si la méthode est respectée, on peut savoir exactement où vous en êtes. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais pour l'instant, ça ne montre pas encore les idées, alors on va y revenir. Petit a, les paragraphes, à chaque partie correspond un long-passage détaché des autres par le saut de plusieurs lignes. N'hésitez pas à sauter plusieurs lignes. Chaque partie est divisée en plusieurs paragraphes collés les uns aux autres, collés entre eux, et toujours marqués par un alinéa. De plus en plus, ces élèves ont tendance à ne pas faire d'alinéa, or c'est la base absolue. Dans ces paragraphes, on aura un paragraphe repère au début, et ensuite un paragraphe pour chaque sous-partie. Ça veut dire qu'on ne débute jamais un paragraphe au hasard. C'est pas parce que vous avez envie tout à coup d'aller à la ligne qu'il faut aller à la ligne. Sinon, le correcteur croit que vous changez de sous-partie et du coup, il n'arrive plus à vous suivre. Alors, pour y arriver, pour comprendre où est-ce qu'on en est, on va aussi faire des transitions des annonces. Voyons comment rédiger le paragraphe repère. Pour que le correcteur vous suive, il faut que l'idée directrice de chaque partie et de chaque sous-partie apparaisse hyper clairement. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va se consacrer comme exemple à la partie 2 que j'ai recopié ici. Alors, le texte en question, il s'agit d'un texte dans l'éducation sentimentale de Flaubert, qu'on est en train de commenter là, où on a la révolution de 1848 qui est vue comme un grand mouvement de foule, une grande fête, mais qui va dégénérer. Alors, dans mon grand 2, je m'intéresse à comment Flaubert la présente comme une grande fête populaire. Voici ma partie 2. Alors, vous savez que le premier paragraphe, c'est le paragraphe repère, et que les 3 paragraphes suivants, ce sont les 3 sous-parties A, B et C. Dans le paragraphe repère, on va faire une première phrase. La première phrase, on va la lire ensemble. Nous avons démontré que Flaubert présentait la Révolution de 48 comme un mouvement de foule, point virgule. Il la présente également comme une grande fête populaire. Alors, ici, le début, nous avons démontré que Flaubert représentait la Révolution de 48 comme un mouvement de foule.
ça fait la transition avec la partie précédente, avec le grand 1. Donc ici, je récapitule le grand 1, je dis ce que j'ai déjà démontré. Ensuite, il la présente également comme une grande fête populaire. J'annonce ma partie 2. J'annonce ce que je vais démontrer dans ma partie 2. Cette première phrase, elle permet de faire la transition entre le 1 et le 2. La deuxième phrase va présenter les 3 sous-parties que je vais utiliser pour ce 2. Pour montrer que la Révolution de 48 est une grande fête populaire, on voit donc un peuple joyeux et avide de liberté, argument A, qui organise une véritable scène de foire, argument B, pour une révolution qui ne semble pas très sérieuse, argument C. Ces 3 arguments sont les 3 sous-parties et afin que ça soit hyper clair, on recommence au début de chaque paragraphe par rappeler la sous-partie qu'on a déjà annoncée. Donc on reprend les mêmes mots, c'est vraiment important que les mots se répondent. Donc vous voyez ici, le peuple se montre joyeux et désireux de liberté, ça reprend les mots, on voit un peuple joyeux et avide de liberté. Ensuite, au début du deuxième paragraphe, je vais avoir aussi une phrase qui reprend ce que j'avais annoncé. Et au début du troisième paragraphe, cette révolution manque de sérieux, ça reprend pour une révolution qui ne semble pas très sérieuse. Ainsi, je peux parfaitement me retrouver. Alors pour que ce soit encore plus clair, on va utiliser la ponctuation. Donc dans votre paragraphe repère, vous mettez 2 virgules, ici et ici, qui séparent les 3 sous-parties. Alors sur la feuille, vous pouvez mettre que pour que le correcteur vous suive, il faut que l'idée directrice de chaque partie et chaque sous-partie apparaissent clairement. Pour cela, chaque partie commence par un paragraphe repère. Dans ce paragraphe repère, il y a 2 phrases. La première phrase, on rappelle la partie précédente. Alors évidemment, pour le 1, on n'aura pas cette partie parce que dans le grand 1, il n'y a pas de partie précédente. On rappelle la partie précédente et ensuite, on annonce la partie que l'on va commencer, que l'on commence. La deuxième phrase annonce les 3 sous-parties. Alors par exemple, si on fait une partie sur le comique, si ce texte est une scène d'amour, c'est aussi une scène comique. Donc vous voyez que le grand 1 c'était une scène d'amour et le grand 2 une scène comique. On y retrouve en effet le comique de geste, petit a, virgule, le comique de mots, petit b, virgule, et le comique de situation, petit c. Voilà un exemple de paragraphe repère parfait. Deuxièmement, les paragraphes suivants sont des sous-parties. Ils commencent chacun par un rappel de l'idée directrice de la sous-partie. Par exemple, la première sous-partie ici, ce sera en premier lieu, cette scène est comique par ses gestes. Ça reprend, on y retrouve en effet le comique de geste. Maintenant que vous êtes au point sur la structure, vous allez vous demander, bon bah c'est bien gentil tout ça, mais dans les sous-parties, dans le corps du devoir, qu'est-ce qu'on raconte? Alors je vous rappelle que dans le brouillon, on a cherché à chaque fois les procédés du texte et on les a interprétés. Je vous rappelle qu'on a fait rentrer tous ces procédés dans un plan. Le plan n'est pas encore rédigé, mais on a tout fait rentrer dans un plan. Et qu'enfin, la première phrase de notre fiche course était « Le principe du commentaire de texte, c'est de conjuguer l'analyse des procédés d'un texte avec ses effets produits sur le lecteur. » Il faudra donc, dans chaque sous-partie, analyser au moins un procédé en s'appuyant sur le texte, c'est-à-dire en citant. On a donc au moins une fois par sous-partie une citation, l'explication du procédé et l'interprétation que vous en faites. Donc les 3 parties, les 3 étapes qu'on a vues précédemment. Par exemple, lorsque l'auteur dit que son amour est un poison, c'est une métaphore pour montrer que l'amour est nocif, douloureux, voire mortel. Dans cette phrase, j'ai bien la citation ici avec la ligne, le procédé ici et l'interprétation que j'en fais. Si l'amour est un poison, ça veut dire qu'il est nocif, douloureux, voire mortel. Il faut le faire au moins une fois par sous-partie, ça veut dire qu'en tout, vous aurez au moins 9 analyses de procédés dans votre commentaire de texte, ou encore beaucoup plus, j'espère. Attention, s'il n'y a pas de procédé dans un paragraphe, dans une sous-partie, tout le paragraphe est barré, sinon c'est du blabla, c'est de la paraphrase. Attention également, les citations doivent toujours être intégrées à la phrase, avec le numéro de ligne ou de vers. On ne copie-colle pas la citation, on la fait rentrer dans la phrase.
Si jamais vous devez changer les accords, vous utilisez les crochets. Donc, par exemple, l'auteur dit qu'Elisabeth est jeune, ligne 9, parle de fraîcheur, ligne 10. Comme le montre l'expression charme de la jeunesse, les termes enfance et petite renvoient à. La métaphore du vers 6 concernant les jeunes années nous dit que. À la ligne 3, Elisabeth dit qu'elle se sent revivre. Donc vous voyez, Elisabeth a dit « je me sens » avec un S revivre. Mais nous, pour faire rentrer dans la phrase, on est obligé de changer le S en T. Et donc pour ça, on utilise des crochets. Le contre-exemple, ça serait « Elisabeth est jeune, exemple jeunesse. Elle est jeune, fraîcheur, charme de sa jeunesse. » Vous voyez bien que la phrase n'est pas correcte, les citations ne sont pas intégrées. Alors, pour récapituler toutes les étapes, au brouillon, vous avez d'abord le texte que vous avez annoté dans les moindres détails. Ensuite, vous avez relu vos notes, vous avez recherché les idées, puis recherché le plan à partir de ces idées, puis recherché la problématique à partir de ce plan. Vous avez ensuite rempli le plan par tous les procédés du texte. Et enfin, vous avez rédigé au brouillon l'introduction et la conclusion. Enfin, votre copie sera comme ça. Alors, à chaque fois ici, on va sauter plusieurs lignes. Hop, à chaque fois. Et cette petite forme-là, ça représente un paragraphe avec un alinéa. On aura donc l'introduction avec ses 4 parties, contexte, texte, problématique, plan. Le grand 1 ici, avec le paragraphe repère et les 3 sous-parties, qui commencent par un rappel de la sous-partie et au moins une fois citation de procédé d'interprétation. Le grand 2. Le grand 3, les paragraphes étant joints entre eux à l'intérieur du grand 3. Et enfin, après avoir sauté plusieurs lignes, la conclusion et ces 2 parties. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le commentaire de texte. J'espère que vous avez tout compris. Et je vous dis à la prochaine!